Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza, bonjour aussi à tous ceux qui vous écoutent. Bonjour, un forum consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus, les interrogations autour de la stratégie du gouvernement et puis bien sûr aussi la perspective du déconfinement. Et pour commencer, Bruno Retailleau, eh bien justement, qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du Premier ministre? D'ailleurs, Philippe doit intervenir cet après-midi. Écoutez, j'attends du Premier ministre qu'il soit factuel, c'est-à-dire qu'il soit précis. Je pense qu'il y a eu trop de contradictions jusqu'à présent, il y a une gestion trop chaotique, trop de demi-vérités, d'approximations. Je pense que les Français ne peuvent plus désormais croire sur parole le gouvernement. Donc, il ne suffit pas de preuves de bonne volonté. Je ne doute pas que le Premier ministre ait beaucoup de bonne volonté. Il faut maintenant des preuves d'efficacité pour lutter contre le virus. Alors, lutter contre le coronavirus et puis aussi le déconfinement. À quelles conditions peut-on réussir le déconfinement, Bruno Retailleau? Je crois qu'il faut réussir le déconfinement à deux conditions. Bien sûr, il y a une stratégie qui est défensive, c'est-à-dire que et ça correspond du reste à la stratégie du déconfinement où on arrête tout finalement pour essayer de retarder, de freiner l'épidémie. On tue même d'ailleurs pour partie l'économie. Donc moi je pense que cette partie défensive n'est plus suffisante. Il faut être beaucoup plus offensif. Il faut se fier aux stratégies qui ont été gagnantes dans d'autres pays. Il est faux de dire C'est-à-dire par exemple, deux choses. On voit que là où ça fonctionne, en Allemagne, en Corée ou ailleurs, eh bien, ça doit du dépistage massif, c'est-à-dire qu'il faut impérativement dépister pour identifier. Ensuite, on trace les cas contacts et on les isole, y compris dans les chambres d'hôtel. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce qui influe le plus sur la circulation du virus, c'est un dépistage massif. De même qu'il faut une détection massive, donc avec le dépistage, il faudra aussi une protection massive avec le port généralisé du masque. C'est ce que j'attends, moi, avec la collaboration, l'aide des collectivités locales, régions, départements, mairies. Ça, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faut à la fois cette stratégie offensive, mais il faut changer de pilotage. Je pense que la leçon de cette première partie de crise, qui encore une fois n'a pas toujours été bien gérée, c'est que l'État bureaucratique a failli, bien souvent. Les décisions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises à temps ou sont prises avec retard. Moi, j'avais, il y a plus de 15 jours, alerté le Premier ministre pour faire des dépistages massifs dans les EHPAD, mais ça n'est pas encore le cas, concrètement. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi ce que le professeur William Dabb appelle le micromanagement, c'est-à-dire qu'il faut laisser une latitude aux collectivités. Il va falloir laisser une latitude aux entreprises parce que avec le déconfinement, les entreprises seront la pointe de la lutte pour la circulation du virus. Alors, autre question, Bruno Retailleau. Imposer un confinement plus long aux plus de 70 ans, est-ce que c'était vraiment une discrimination? Et question qui en découle, Emmanuel Macron a en tout cas finalement tranché face à la polémique qui enflait. Après le 11 mai, les seniors ne seront pas contraints de rester chez eux, mais encouragés. Est-ce que c'était ça la bonne décision? Mais c'était une très mauvaise idée, évidemment, d'avoir une mesure générale sur tous nos étés. Mais là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, le président de la République, souvenez-vous, lundi soir, lorsqu'il prend la parole, il indique que nous demanderons à des personnes fragiles, notamment aux personnes âgées, de rester confinées même après le 11 mai. Ensuite, jeudi, au Sénat, le professeur Delfrécy préside le comité scientifique, dit voilà, on va écarter carrément 18 millions de personnes et toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ou 72 ans, entre parenthèses, il a 70 ans, il a 72 ans, ça pourrait s'appliquer à lui. Oui, il a dit hier qu'il était bien entendu concerné par cette mesure. Voilà. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, vendredi, revient là-dessus. Donc, vous avez l'exemple, là encore, non pas des tâtonnements, mais des contradictions. Évidemment, c'était une très très mauvaise idée. Moi, je pense qu'on peut, évidemment, c'est un public qui est plus particulièrement exposé, notamment lorsqu'il y a des facteurs de risque, comme on dit, de comorbidité. Il faut d'ailleurs des mesures complémentaires. Placer ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui en France, contrairement à l'Allemagne. On n'a pas mis en situation
la médecine de ville, les médecins généralistes, la médecine ambulatoire, d'être là encore aux avant-postes du virus. Bien là, je pense que pour conseiller, pour faire des recommandations aux personnes âgées, les médecins généralistes auront tout leur rôle. Et puis, bien sûr, il y aura aussi des mesures d'accompagnement qui seront nécessaires. Mais sinon, on va les priver non seulement de liberté, mais beaucoup d'entre eux se laisseront aller dans ce qu'on appelle le syndrome du glissement. C'est-à-dire que l'isolement tue. Il peut tuer chez soi, il peut tuer aussi dans les EHPAD, et il tue dans les EHPAD. On va parler des EHPAD. Une question liée au déconfinement. Est-ce que vous êtes favorable, vous avez été président de département d'ailleurs, est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des écoles à partir du 11 mai, puisque les départements ont aussi la responsabilité des collèges? Bien sûr, les régions des lycées et les communes des écoles primaires. Au départ, quand j'ai entendu Emmanuel Macron, j'avoue que cette proposition m'a un peu surpris. Je me suis dit comment on va faire. Moi, je pense que après réflexion, après consultation, je pense que on ne peut pas être dans une situation du tout ou rien. De toute façon, il n'y aura pas de vrai déconfinement s'il n'y a pas de réouverture des classes. Quand je dis qu'on ne peut pas être dans une situation tout ou rien, je veux simplement dire qu'on ne peut pas être dans une situation où on dirait c'est un déconfinement général, toutes les écoles, tous les élèves, quel que soit leur âge, doivent aller à l'école, où on continue à tout bloquer. Moi, je pense que, en fonction des régions, là où les régions sont extrêmement touchées, on peut peut-être différer. Là où, par exemple, dans l'Ouest, où il y a moins de circulation de ce virus, on peut ouvrir, mais de façon très, très précautionneuse. Et là aussi, il faudra, puisqu'on a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis notamment de savoir si les enfants sont des transmetteurs ou non, il faudra avoir une surveillance très rapprochée, école par école, et aussi, évidemment, un certain nombre de dispositifs, peut-être une part, un demi-groupe le matin, l'autre l'après-midi. Il faudra avoir aussi pour les cantines. C'est compliqué. Quant à dire qu'il ne faut qu'aucune école ne réouvre le 11 mai, je pense que non, parce qu'il faut qu'on réussisse le déconfinement. En quelque sorte, vous savez, le confinement, pour me résumer, c'est un peu la stratégie de ceux qui n'en ont pas, ou plutôt de ceux qui n'en ont que ça. Moi, je pense qu'il faut évidemment confiner dans un premier temps, ne serait-ce que pour soulager les services de réanimation des hôpitaux. Mais très vite, il faut que progressivement, on réapprenne non pas à vivre avec le virus, parce que tant qu'on n'aura pas le vaccin, le virus circulera, mais qu'on le combatte par des moyens beaucoup plus offensifs, quand je le disais au début de notre entretien, Frédéric Azida. Alors, autre question dans la perspective du déconfinement, est-ce que vous êtes favorable à la méthode du tracking, Bruno Retailleau? Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de l'écarter. J'ai envoyé au président de la République un courrier, d'ailleurs. Je lui demandais d'avoir un certain nombre de conditions, notamment pour le volontariat, l'anonymat, cette application numérique dure pour un temps limité, la transparence, que le code source soit ouvert pour qu'il puisse être discuté notamment par la communauté numérique et qu'on puisse avoir un contrôle, une sorte de comité où on pourrait avoir des magistrats, des spécialistes du numérique et aussi des parlementaires de l'opposition. Moi, je pense que à cette condition, c'est un moyen qu'on ne peut pas écarter. J'ai eu hier Cédrico qui m'a appelé parce qu'il sait que je m'interrogeais. Donc le secrétaire d'État chargé du numérique, hein. Exactement, il m'a fait parvenir un protocole. Bon, je suis en train de le faire expertiser, mais je pense que si ces conditions sont respectées, écoutez, moi je pense que le problème de la liberté, c'est quand même le confinement. Le confinement, c'est une sacrée entorse à notre liberté d'aller et de venir. Donc je crois qu'on peut trouver des applications aujourd'hui respectueuses précisément de nos libertés publiques. Alors, au départ, ce virus est donc venu de Chine. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, a dit Emmanuel Macron à propos de la gestion de la crise par la Chine. Est-ce que la Chine doit avoir des comptes à rendre à l'issue de la crise, Bruno Retailleau? Bien sûr que la Chine a caché depuis le départ. Il y a d'ailleurs ce fameux médecin qui avait été, si j'ose dire, malmené parce que il avait le premier voulu alerter la population et les autorités. Il est mort au mois de février, je crois, ou fin janvier. Il est mort de ce virus. Il est désormais la figure du peuple chinois. La nature de cette dictature communiste, c'est justement la non-transparence. Voilà, donc ce virus, il vient de là-bas et malheureusement, les semaines, et voire le mois qui a été perdu, où les autorités ont caché au monde entier
qui était en train de se passer a coûté des dizaines de milliers de vies humaines partout dans le monde. Alors, on revient en France, Bruno Retailleau. Olivier Véran a affirmé à plusieurs reprises que l'anticipation par rapport à la gestion de cette crise a été absolue dès le premier jour. Édouard Philippe, qui ne laissera jamais personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision. Est-ce que, comme 2 Français sur 3, d'après un récent sondage, vous considérez que le gouvernement cache des choses quant à la situation sanitaire du pays ? Évidemment que ça n'a pas été, anticipé. Le 26, je me souviens très bien, moi, le 26 février, où le directeur général de la santé disait, mais il n'y a pas de problème de pénurie. Le même jour, le 26 février, disait Monsieur Véran, non, mais il n'y a pas de problème, on a un temps d'avance. Mais non, on n'a pas eu un temps d'avance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France enregistre beaucoup plus de morts aujourd'hui que, par exemple, l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne enregistre... Vous parlez de problème d'anticipation ou de mensonge d'État ? Non, je vais vous dire, non, je ne crois pas un instant au mensonge. Je crois à l'inefficacité. Je crois que c'est la bureaucratie française, cette espèce d'État absolument gigantesque qui se ligote par sa propre démesure et par sa propre étendue, par sa propre complexité. Et cette bureaucratie a totalement empêché notre État de nous protéger. C'est une faillite totale. Il n'y a pas eu d'anticipation. Alors, qu'on nous ait caché... Faillite totale, ça veut dire quoi et ça implique quoi ? Ça veut dire très concrètement qu'on a perdu des semaines et des semaines pour, par exemple, commander des masques, pour commander un certain nombre de tests. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne dès le mois de janvier ? Certes, il y a un virologue qui a mis au point un PCR, c'est-à-dire un test virologique pour détecter, mais il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a mis, d'ailleurs, il l'a partagé avec la communauté internationale gratuitement, sans droit. Donc, ces informations-là, nous les avions, évidemment. Et l'Italie, qui était précurseur, on a souvent raillé le système de santé italien. On s'est gossé, on a trop joué à cette attitude bien française de donner des leçons. Non, on a perdu des semaines et des semaines. On a perdu des semaines et des semaines, ça veut dire qu'il y a eu des morts qui auraient dû rester en vie ? En tout cas, je pense que par rapport à la stratégie gagnante de beaucoup d'autres pays, la France n'a pas été efficace parce qu'elle n'a pas su anticiper. Je me suis beaucoup battu sur les masques. Pendant plusieurs jours au Sénat, j'ai lutté pour faire en sorte qu'il y ait un décret qui autorise les collectivités à pouvoir commander. Nous avons abouti. Ensuite, heureusement d'ailleurs, puisque l'État était totalement impotent. État omniprésent, mais État impotent pour faire ces commandes de masques. On nous les annonçait et ça n'arrivait pas. Voilà. Et ensuite, les masques ont été arrivés sur le territoire, commandés par les collectivités. Ces masques, ils ont été confisqués. Ensuite, il y a des maires qui ont voulu les rendre obligatoires. Le Conseil d'État, mais d'abord les préfets, ont cassé les arrêtés. Or, Emmanuel Macron, lundi dernier, disait que ceux qui devraient, sans doute, pour généraliser le port du masque en France, il s'appuierait sur les mairies. Donc, là encore, contradiction totale. On ne sait plus aujourd'hui combien de masques on aura le 11 mai, combien de tests on aura aussi. C'est un flou et en plus, les chiffres changent chaque semaine. Autre question qui a été abordée la semaine dernière ici même à Radio J par Éric Ciotti, qui accusait donc dimanche dernier le pouvoir d'avoir, je le cite, laissé mourir nos vieux dans les EHPAD. Est-ce une accusation que vous reprenez à votre compte, Bruno Retailleau ? Laisser mourir nos vieux dans les EHPAD ? C'est la raison pour laquelle j'avais demandé, lors d'une réunion que j'avais eue avec le Premier ministre, avec les autres chefs de parti et présidents de groupes parlementaires, je lui avais demandé solennellement de mettre le paquet sur le dépistage dans les EHPAD. Parce que bien sûr... Non, mais sur l'accusation d'Éric Ciotti, est-ce que vous dites comme lui, on a laissé mourir nos vieux dans les EHPAD ? Bien sûr qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Évidemment. Mais on a laissé mourir nos vieux ou pas ? Ouais. Mais bien sûr. On les a isolés, qu'on n'a pas fait, on n'a pas suffisamment testé. Quel était le vecteur ? À partir du moment où ils étaient confinés, le vecteur, évidemment, pour l'introduction du virus, c'était qui ? C'était le personnel soignant, le personnel qui venait les aider, qui, malgré eux, à leur insu, transportait aussi ce virus. Il aurait fallu, d'ailleurs, les tester massivement. J'ai demandé des tests massifs. Pour l'instant, ces tests massifs, ça n'est pas le cas, seront appliqués sans doute dans les prochains jours, mais ça n'est pas encore le cas. Ensuite, comment peut-on laisser mourir seuls des gens ? Moi, je pense que en équipant les familles, je l'ai demandé moi aussi solennellement à mon ARS, c'est-à-dire l'autorité de santé régionale en Pays de la Loire, c'est que pour ceux qui vont mourir, pour les derniers instants, les familles puissent aller et se relayer pour les voir.
Et je pense que dans les jours à venir, il faut soit organiser des parloirs, mais on ne peut pas couper nos aînés de la vie sociale, parce que quand on les coupe de cette vie sociale, c'est une mort sociale. Et la mort sociale, elle entraîne la mort physique. Alors, des plaintes, vous l'avez vu, des plaintes pénales ont été déposées notamment par des collectifs de médecins contre les membres du gouvernement, à savoir Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, accusés de négligence, des plaintes déposées devant la Cour de justice de la République. Est-ce que pour vous, Bruno Retailleau, ces plaintes sont légitimes ? Écoutez, moi, en tout cas, je considère que comme je fais partie de l'opposition, j'essaie d'aider le gouvernement, par exemple, quand on vote des textes, notamment des crédits, pour qu'ils protègent les Français, ça c'est mon rôle. On va en parler. Ouais. Mon rôle, c'est aussi de dire quand le gouvernement fait bien ou qu'il fait mal, mais je pense que moi, je ne suis pas pour qu'on puisse déclencher des procédures judiciaires. Il faut qu'on gagne d'abord un combat, y compris pour le Parlement. Nous allons, nous, au Sénat, diligenter une commission d'enquête, mais cette commission d'enquête, nous ne la commencerons pas avant le début de l'été. Aujourd'hui, je pense qu'on a fort à faire et il faut que tous nous soyons concentrés sur le combat contre le virus. Alors, il y a la crise sanitaire, et puis, vous venez d'en parler, il y a en tout cas de ses implications, il y a la crise économique et sociale. Et c'est donc dans ce contexte, Bruno Retailleau, que le second projet de loi de finances rectificative a été voté à l'Assemblée. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Un texte donc attendu mardi au Sénat. Je suppose que vous le voter comme l'ont fait vos collègues, les députés LR à l'Assemblée. D'abord, on va faire des propositions, parce que moi, lesquelles j'ai écouté le président de la République qui a parlé de concorde nationale. Alors, la concorde nationale, il ne faut pas que ça soit simplement une exigence vis-à-vis de l'opposition qu'elle se taise. Nous, on a des propositions à faire, j'espère qu'on va les reprendre. Quelles sont ces propositions ? Je vous en cite une, par exemple. On voit que Emmaüs pousse depuis hier un cri d'alerte parce qu'il ne peut plus tourner. Donc, je pense et je proposerai qu'on ait une augmentation du plafond des dons et notamment du plafond défiscalisable pour les particuliers et les entreprises. Concrètement, pour les particuliers, aujourd'hui, vous avez, avec l'amendement Coluche, mais on va l'élargir, 75% de défiscalisation qui sont avec un plafond de 546 €. Je proposerai qu'on puisse pousser ce plafond à 2 000 €. Et pour les entreprises, pour le mécénat, même chose. Aujourd'hui, le plafond est de 10 000 €. On ira jusqu'à 20 000 €. Je proposerai aussi qu'on ait une défiscalisation des heures supplémentaires et bien sûr une exonération totale des charges sociales au-delà même du plafond de 5 000 €. Parce que la prime du gouvernement pour récompenser ceux qui sont en première ligne, elle n'est pas suffisante. C'est simplement un coût. La défiscalisation des heures supplémentaires, eh bien, ça concerne tout le monde et ça concerne chaque mois que le salarié aura travaillé plus. Et donc, précisément, quels seront les termes de cet amendement ou de ces amendements que vous allez déposer ? D'abord, cette défiscalisation donc, dans le public et dans le privé, pour les heures supplémentaires. Et puis, comme je vous disais, les dons, donc, en augmentant le plafond, notamment, qui permettent d'avoir, pour les privés et pour les particuliers, une défiscalisation. Alors, autre question, est-ce que les assureurs sont à la hauteur de la crise qui fragilise les entrepreneurs, les commerçants, les artisans avec leurs 400 millions promis ? Non, ils ont fait un geste, c'est absolument indéniable, mais je pense que ça n'est pas encore à la hauteur. Et je le dis assez solennellement, si dans les jours à venir, il n'y a pas de nouveaux gestes, il n'y a pas notamment vis-à-vis des très petites entreprises, des toutes petites entreprises qui ont souscrit des contrats, certes, qui ne les garantissaient pas contre une calamité sanitaire, mais qui peuvent faire totalement faillite s'il n'y a pas un coup de main aussi vis-à-vis des assureurs, nous serons obligés de créer, en tout cas nous envisagerons de créer une sorte de contribution obligatoire. Pour le moment, c'est-à-dire contribution obligatoire à quel niveau, de quel ordre ? Pour l'instant, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est deux choses. C'est deux choses qui permettraient peut-être de caper, de cadrer, d'ajuster cette contribution obligatoire. C'est que, par exemple, un assureur a restitué 100 millions d'euros à ses assurés parce qu'il y a beaucoup moins de sinistres, il y a beaucoup moins d'accidents de voiture. C'est sans doute des centaines et des centaines de millions d'euros que les assurances n'auront pas à débourser. Première chose. Ensuite, au-delà, il y a des règles prudentielles. Donc, elles doivent maintenir des réserves de prudence. Mais au-delà, elles ont un certain nombre aussi de matelas qui peuvent être mobilisés. Donc, je ne leur demande pas
et je ne veux pas les mettre en faillite, parce que rien ne serait pire. Simplement, elles doivent faire un juste effort, et notamment, encore une fois, pas vis-à-vis des grandes entreprises, mais vis-à-vis des toutes petites entreprises. Je pense notamment aux restaurateurs, à l'hôtellerie, aux petits commerces. Un plan d'ailleurs est en cours de mise en œuvre par rapport à la restauration, à l'hôtellerie et au tourisme d'ailleurs. Précisément vous, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans ce domaine ? Je ne fais pas qu'attendre du gouvernement, je vais proposer au gouvernement une disposition dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui sera examiné mardi au Sénat. Nous proposerons pour ces entreprises du tourisme et même de la culture, qui sont des entreprises particulières parce que sur quelques mois, elles font la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires. Et donc, 2020... qui concerne d'ailleurs beaucoup votre département, votre région. Absolument, parce que nous sommes aussi une grande région touristique, mais c'est le cas aussi pour les grands festivals culturels. Bien, je proposerai que les reports de charges sociales, les reports de dettes fiscales, deviennent des dégrèvements. Parce que, vous savez, pour l'État, certes, un dégrèvement, c'est l'annulation de l'impôt, c'est l'annulation de la cotisation sociale qui est due par l'entreprise. Mais si on ne transforme pas ça en dégrèvement, eh bien, les entreprises feront faillite. Donc, jamais l'État ne rentrera, si j'ose dire, dans ce qu'il aurait dû percevoir des entreprises. Si les entreprises font faillite, en réalité, ces entreprises ne paieront plus d'impôts à l'avenir. Donc, il vaut mieux annuler l'impôt d'aujourd'hui pour préserver l'impôt de demain. Une question personnelle, Bruno Retailleau. L'Express du 26 mars indique que vous considérez que cette affaire du coronavirus, la gestion de la crise du coronavirus sera, je vous cite, le scandale du sang contaminé puissance 10. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Non, ça n'est pas, vous vous trompez, je n'ai pas, ça n'est pas moi qui me suis exprimé dans ces termes. En tout cas, on voit bien que sur cette pandémie, on a eu un retard extraordinaire à l'allumage et que les semaines que nous avons perdues au départ ont été des semaines qui sont douloureuses. Je pense aussi à l'idéologie, vous voyez. Je me souviens quand Emmanuel Macron a morigéné l'Autriche le 10 mars, quand l'Autriche a fermé ses frontières avec l'Italie. Tout simplement, quand je parle d'idéologie, c'est parce que le progressisme, le macronisme, c'était la société ouverte, c'était la mondialisation heureuse. Et je pense que la protection, d'ailleurs, quand on parle de mesures, de gestes barrières, ça exprime bien le fait qu'une barrière, c'est aussi une protection. Donc, entre le manque d'anticipation et aussi une forme d'idéologie qui a pesé, y compris, par exemple, en matière de santé publique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une meilleure coopération entre les cliniques privées et les cliniques publiques, entre la médecine de ville ambulatoire et aussi l'hôpital? Tout simplement parce qu'en France, on a toujours raisonné en matière de santé publique comme sur le côté uniquement public, alors que le système de soins doit reposer sur plusieurs piliers. Donc je pense que d'anticipation. Oui, ce manque d'anticipation, est-ce que la gestion de la crise va déboucher sur une crise politique ? En tout cas, il y a une crise de confiance. Et c'est la raison pour laquelle, en commençant cette émission, je demandais au Premier ministre de donner des preuves d'efficacité et pas simplement des déclarations de bonne volonté, parce qu'il y a eu trop de contradictions, une liste immense de contradictions, y compris d'ailleurs par lundi, juste après la déclaration du président de la République. Le lendemain, M. Castaner, M. Blanquer semblait contredire les propos du président de la République. Et donc là, je pense que désormais, on a besoin de faits. Quand on dit, par exemple, les laboratoires départementaux d'analyse sont des laboratoires publics qui peuvent faire de la sérologie, certes, ils ont été agréés, on s'est battu pour ça, pour les analyses virologiques, PCR, mais ils ne le sont toujours pas pour les analyses sérologiques. Pourquoi ce retard à l'allumage ? Toujours, je parlais du dépistage dans les EHPAD. C'est entre le moment où il y a une déclaration publique et le moment où cela rentre dans les faits, il y a des semaines et des semaines. Et ce sont ces semaines-là qui coûtent cher à la France et aux Français. Alors, Emmanuel Macron a parlé de guerre dans l'une de ses premières interventions, guerre sanitaire. On nous dit partout dans le monde qu'il s'agit de la crise la plus grave depuis 1945. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ce terme de guerre ? Est-ce que vous considérez qu'il s'agit de la crise la plus grave depuis 1945 ? Je pense que le terme de guerre était d'autant moins approprié qu'il ne suffit pas de proclamer un état de guerre si ensuite on n'a pas les stratégies défensives et offensives, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, à mettre en œuvre. On ne peut pas dire on fait la guerre et ne pas utiliser le mot confinement. Je vous
souvenez de la première déclaration de M. Macron. En revanche, oui, c'est une immense déflagration. C'est sans doute peut-être au moins du niveau de 1929 et encore. On va avoir en 5 jours, le ministre de l'économie, on est passé d'une perte de croissance de 5 points à 8 points. Et je pense qu'on sera sans doute autour de 10 points. On sera avec un déficit d'autour de 10 points. On sera avec une dette absolument vertigineuse qu'on devra à un moment ou à un autre rembourser. Et on va avoir des centaines de milliers de chômeurs. Donc oui, bien sûr que la France, comme dans d'autres pays, va être dans une situation difficile, plus difficile, puisque contrairement à l'Allemagne, vous savez, il y a 12 ans, lorsqu'on a eu la crise des subprimes, nous avions le même taux d'endettement. Aujourd'hui, l'Allemagne a, par rapport à son PIB, 40 points de moins. Donc ça veut dire d'endettement. Ça veut dire que eux, ils ont des marges de manœuvre et nous n'avons pas ces marges de manœuvre. C'est-à-dire que quand il y avait une embellie économique, nous n'avons pas fait d'efforts, nous n'avons pas économisé, nous avons continué à dépenser et du coup, voilà, nous sommes, si j'ose dire, la cigale plutôt que la fourmi et ça sera d'autant plus difficile pour nous de nous redresser. Alors, vous dites immense déflagration, au moins du niveau de 1929. Est-ce que dans ce contexte, ce n'est pas Jean-Pierre Chevènement qui a raison quand il considère que l'on ne pourra pas sortir de cette crise sans passer par un gouvernement de salut public ? Moi, vous savez, je pense que j'ai entendu cette phraséologie sur l'Union nationale, la concorde nationale, oui. Ouais. Mais je trouve que tout ça est indécent. Pourquoi ? Parce que quand vous ouvrez ce débat-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la course aux places. C'est tout de suite le cas. C'est la course aux places, c'est-à-dire c'est la course aux places. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, absolument indécent vis-à-vis des Français. Moi, ce que je demande au chef de l'État, au Premier ministre, ça n'est pas d'entrer dans l'après-crise, c'est de gérer la crise et c'est surtout de combattre le virus. Qu'on ne me dise pas qu'il y a des incertitudes, qu'on ne peut pas faire mieux, on peut faire mieux. D'autres pays ont des succès. La France est un grand pays, les Français sont un grand peuple et il faut prendre tous les moyens pour terrasser cette épidémie. Et par contre, sur la concorde nationale, c'est ce que nous faisons. Vous savez, au moment du terrorisme, notamment terroriste islamiste, nous avions voté à l'unanimité au Sénat. Au moment des Gilets jaunes, nous avons voté à l'unanimité le paquet de mesures fiscales et sociales. Et nous avons voté le PLFR aussi. Donc, à chaque fois que la France est en danger, croyez-moi, le groupe que je préside au Sénat, nous tendons toujours la main. Nous avons toujours un esprit de responsabilité et de concorde nationale. Mais de grâce... Donc, concorde nationale, union nationale, mais c'est justement un peu ce que Geoffroy Didier dit aujourd'hui dans le JDD. Donc, Geoffroy Didier, eurodéputé LR, dirigeant des Républicains. Donc, à l'union nationale envisagée par Emmanuel Macron, Geoffroy Didier répond oui. Et il dit dans le cadre d'un vrai projet commun de reconstruction. Il a tort, Geoffroy Didier, ou pas ? C'est de la tambouille politique ou pas ? Je dis on ne doit pas... Écoutez, je pense que c'est une faute de se lancer dans ce genre de débat aujourd'hui. Je pense par ailleurs, moi je suis opposé à un gouvernement d'union nationale parce que je pense qu'on ne doit pas abolir la démocratie. Je pense que faire un gouvernement d'union nationale, c'est la meilleure façon de tomber dans ce que j'appelle le syndrome autrichien, quand justement il y avait eu cette espèce de grande coalition et qui avait permis à l'extrême droite autrichienne de prendre le pouvoir. Eh bien moi, demain, je ne veux pas que Mme Le Pen soit la seule alternative pour une alternance française. Je pense qu'on doit être responsables, nous, les opposants, c'est-à-dire avoir cet esprit de concorde nationale sans tomber justement dans ce débat qui me paraît totalement surréaliste et qui paraît surtout aux Français absolument indécent. Et si le pays devait s'enfoncer, ce sera la dernière question, Bruno Retailleau, si le pays devait s'enfoncer dans une crise économique et sociale, est-ce que dans l'impossibilité de parvenir à cette union nationale, à cette concorde nationale dont vous parliez, la solution ne serait pas, peut-être à l'automne, une dissolution de l'Assemblée, de nouvelles élections ? Le président de la République a plusieurs outils dans sa main, évidemment, dont la dissolution, dont un référendum. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Encore une fois, moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs temps. Là, c'est le temps de la gestion de la crise. On doit absolument casser les reins de cette pandémie. Ça, c'est la priorité. Et à l'exclusion de tout autre. Ensuite, il y aura un plan de relance. Il faudra rebondir. C'est lorsqu'on aura à peu près contrôlé la circulation du virus, parce que le virus continuera à circuler tant qu'on n'aura pas trouvé
un traitement efficace et surtout un vaccin efficace. Et puis ensuite, il y aura un plan plus structurel. Et vous savez, à chacune de ces étapes, je pense que le chef de l'État, comme le Premier ministre, peut compter sur une opposition, encore une fois, responsable. Mardi prochain, je vous en ai dévoilé, mais nous ferons des propositions pour le bien des Français. Et quand vous dites que le président de la République a plusieurs outils dans sa main, la dissolution, le référendum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas a priori exclu. Le président de la République peut proposer un référendum, mais alors ça serait avec quelle question? Et il peut dissoudre l'Assemblée. Et là, vous diriez peut-être que ce serait la solution à l'automne. Vous savez, je ne sais pas si le président de la République, qui réitérera l'expérience de Jacques Chirac en 97, est encore né, si j'ose dire. Donc, je crois peu à la... Non, mais c'est exclu la dissolution ou pas? Ou ça peut être une solution? Non, mais c'est une solution institutionnelle, mais je la juge peu probable pour que Emmanuel Macron l'utilise. En revanche, par exemple, un référendum sur un certain nombre de décisions pour relancer le pays, pourquoi pas? Mais très franchement, c'est trop tôt. Très franchement, aujourd'hui, on est dans une crise. Il faudra aussi préparer un plan de relance. Et moi, c'est ce que j'ai dit. On a amoncelé des déficits, une montagne de dettes. Je pense que ce qui devra rembourser demain, ça ne doit pas être les générations futures. C'est la croissance. Comment est-ce qu'on crée de la croissance? Eh bien, en se retroussant les manches, en travaillant un peu plus. Voilà. On ne peut pas être le pays, la France, qui est le pays d'Europe qui travaille le moins dans une année. Je sais que ça n'est pas populaire de le dire. Je sais que si c'est le prix de la vérité, on doit néanmoins, nous, hommes politiques, être lucides et être courageux. Mais je crois que demain, si la France, et je pense que la France se relever parce que nous avons d'énormes atouts, mais je ne connais pas dans l'histoire de pays qui traversent une grande épreuve et qui ne se soit relevé sans un minimum de surcroît d'efforts. Bruno Retailleau, comment se relèvera-t-on de la crise? Est-ce que ça doit être au niveau français, au niveau national ou au niveau européen? Je pense qu'il faut bien sûr une coopération européenne. Mais là encore, la crise a montré une chose, c'est que quand il y a un énorme choc, les peuples se tournent vers ceux qui sont élus, pas ceux qui sont nommés. Donc il faut qu'il y ait un retour de la nation, qu'il y ait une coopération sans doute renforcée sur un certain nombre de sujets limités avec l'Europe, parce qu'on a besoin, là encore, d'une réponse européenne. Mais plus fondamentalement, en France, je pense que les Français devront avoir une alternative. Ou bien ils s'abandonnent à la facilité, ou bien on leur ment, comme on leur a menti pendant des années, en disant qu'en travaillant moins, ils pouvaient améliorer leur sort, qu'on pouvait garder des standards sociaux, une sécurité sociale de grande qualité. Ça, c'est un mensonge. Ou alors, nous consentirons collectivement à produire un effort pour relancer la croissance, pour avoir demain, pour gagner plus, pour avoir plus de prospérité. Et moi, je pense que c'est cette seconde voie. J'espère que des responsables publics auront le courage de l'apporter. En tout cas, c'est ce que je ferai. Donc, ça veut dire toucher au nombre d'heures travaillées par semaine, toucher au congé payé, ça serait quoi? Je pense que nous rembourserons nos dettes, non pas par des impôts. Nous rembourserons nos dettes non pas sur le dos de nos enfants, de nos petits-enfants, mais nous les rembourserons par un surcroît de croissance. La seule façon d'avoir un surcroît de croissance et de prospérité, c'est de se retrousser les manches. Je pense que dans une année, on doit pouvoir fournir une quantité de travail supérieure. Oui, moi je suis favorable à cette sortie des 35 heures pour que les Français gagnent plus, améliorent leur niveau de vie, parce que sinon, nous ne pourrons pas maintenir aussi bien notre pouvoir d'achat et notre qualité de service public. Ça veut dire passage aux 39 heures avec ou sans compensation? Non, il faut que chacun puisse s'y retrouver. Je pense que, pour tout dire, la durée hebdomadaire est désormais une échelle de temps trop courte et je pense qu'il faut, pour que nos entreprises puissent avoir un horizon, avoir une échelle non plus hebdomadaire, annuelle. Oui, absolument, absolument. Et je pense qu'on doit pouvoir, là aussi, faire en sorte que les gens puissent mieux gagner leur vie. Voilà, c'est tout le problème. Mais pour cela, il faut que l'État confisque moins de notre richesse. Voilà. Et il faut qu'on fournisse une quantité de travail supérieure à celle qu'on fournit. Nous sommes la France, un des pays d'Europe, le pays d'Europe, qui dans une année travaille le moins. Et bien, quand on travaille moins, on a un décrochage. Vous savez, on avait la même richesse par habitant en 2000, même richesse par habitant que l'Allemagne. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cette richesse, elle est 13%
inférieure. C'est-à-dire que le niveau de vie des Français a baissé, pas seulement vis-à-vis d'Allemagne, vis-à-vis de la Belgique, mais aussi vis-à-vis de l'Autriche, vis-à-vis des Pays-Bas. Et ça, c'est un appauvrissement collectif. Il faut avoir le courage politique de le dire. Merci en tout cas Bruno Retailleau d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci Frédéric Aziza. Merci à vous.